Bonjour à vous, bienvenue sur cette vidéo où, avec le docteur Georges Mouton, nous allons parler du régime idéal pour l'humain. Georges a fait des années de recherche pour le trouver, il l'a trouvé, là donc c'est une vidéo pour vous faire une grande annonce. Il a enfin découvert le régime qui va convenir à 8 milliards d'êtres humains, aussi différents soient-ils, des Inuits aux aborigènes en passant par les Maasai et les peuples slaves, les subsahariens, tout le monde va pouvoir manger la même chose grâce à une découverte prodigieuse. Et donc, il nous en fait la primeur aujourd'hui. Georges, merci de ta disponibilité et puis de la joie dont nous allons faire preuve pendant cet échange. Mais je te laisse te présenter d'ores et déjà pour ceux qui ne te connaîtraient pas et puis introduire ta grande découverte. Que de superlatifs. Bon, calmons-nous. Tu as pris ta petite camomille, Fabien? C'est un peu Toujours, tôt, peut-être. toujours, Bon, toujours, toujours. bien. Ok, bon, ben voilà, moi, médecine fonctionnelle, une médecine raisonnable et bienveillante qui de plus en plus cherche à échapper aux extrémismes de tout poil. Et c'est là que la connexion avec ton dernier livre est flagrante, parce qu'en réalité, tout ça, c'est aller vers la nuance et pas vers les raisonnements binaires et les dogmes extrémistes. Et donc, médecine fonctionnelle bienveillante qui résiste un peu à toutes ces modes, parce qu'en général, les modes sont extrêmes de par le fait que c'est ça qui attire les vues, hein. C'est ça le putaclic. Et alors tout le monde s'engouffre dedans avec les algorithmes des réseaux sociaux. Le truc est amplifié à l'infini. Alors il y a toujours du bon dans tout ça. Il y a des infos à aller chercher chez ceux qui poussent un thème jusqu'à l'excès, jusqu'à l'absurde. Et donc, bon, à un moment donné, il faut, je trouve, il faut un peu raison garder. Mais les infos y sont. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de ne pas généraliser, systématiser, jusqu'au boutiser. On va faire un peu de néologisme aujourd'hui, si tu m'autorises. Et donc, voilà, les génotypes alimentaires, il y en a 3, ApoE, amylase salivaire et le DIO2 thyroïdien, qui n'est pas que thyroïdien, qui a un impact sur l'alimentation, parce qu'il y a des versions des génotypes ancestraux qui nous renvoient à ce que les ancêtres mangeaient, à l'opposé des génotypes modernes qui sont mieux adaptés au néolithique, à toute cette révolution de l'agriculture et donc au déferlement des glucides et des tubercules et des céréales, hein, dont je ne suis pas le plus grand fan, mais qui conviennent à certains, qu'il faut de nouveau pas interdire à tous. Donc voilà, ça c'est un peu à la fois ma présentation et celle de mon livre, édité, je ne sais pas, par un type un peu bizarre, des éditions Exuvie. Je ne connais pas. Non, tu ne connais pas? Non, pas entendu. Bon, donc c'est ça l'idée. Et je fais quand même une médecine de ce type-là, surtout naturelle. D'abord, beaucoup plus du côté sportif, mais c'était les mêmes principes, c'était un peu les prémices d'une médecine qui se devait d'être fonctionnelle pour ne pas empoisonner les sportifs avec plein de trucs à effet secondaire, et puis qui s'est enchaîné avec ce qu'on a commencé par appeler, notamment aux États-Unis, la médecine fonctionnelle. Moi, j'avais déjà médecine fonctionnelle sur ma carte de visite en 1993 ou 94, donc ça ne date pas d'hier. Et d'ailleurs, je ne date pas d'hier non plus. Voilà. Donc, Georges, pour résumer, le parcours très impliqué dans la nutrition, hein, on est vraiment là dès le départ. Tu as écrit un ouvrage que moi je trouve majeur, qui est juste derrière toi, Écosystème intestinal, que je trouve, enfin, qui a été mon ouvrage de chevet lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition et que j'ai commencé mes études en naturopathie. Je le conseille vraiment à tout le monde, quand bien même il n'est pas aux éditions Exuvie, mais personne n'est parfait. Et c'est vraiment un ouvrage monumental pour moi qui est extrêmement sourcé. Je ne sais pas combien il y a de sources, 600 ou 700 sources scientifiques. C'est énorme.
1342. J'étais à la moitié. PubMed, hein, à peu près la totalité en PubMed. Donc c'est un travail, colossal. Je pense que c'est l'œuvre d'une vie. Tu ne te relancerais pas dans ce type d'ouvrage, j'imagine? 2 ans de 2 ans. Alors ici, pour mon dernier livre, c'est le moment de la remercier. D'ailleurs, on va faire un parallèle, Oui. me semble-t-il, avec un autre livre. J'ai une co-autrice, Julie Lioré. Sinon, je m'en sortais pas. D'ailleurs, on a eu des discussions un peu épiques où je tentais de repousser tes Mais ça y est. échéances implacables, et alors je négociais, etc. Mais bon, enfin, oui, je crois que j'ai eu une nuit en plus pour finir le manuscrit, mais bon. Grand Prince. On y est J'étais arrivé. On y voilà. est arrivé, et j'en suis bien content parce que j'avais un peu un degré de procrastination parce que c'est un domaine en évolution, ok. Donc, notamment dans mon livre, je dis bien que si ça se trouve, j'aurais pas dû l'écrire parce que j'aurais peut-être dû attendre d'avoir plus de retours cliniques de cette approche qui est quand même novatrice, qui est bon, voilà, exclusive, si j'ose dire, si j'ose le dire moi-même, mais je sais que tu es d'accord parce que c'est un fait. Et donc voilà, il fallait trouver quand même le courage de publier avec le risque que ça pourrait mal tourner, mais heureusement, et d'ailleurs c'est l'occasion de le dire parce que je ne le dis jamais ou rarement, je ne pense pas l'avoir dit sur tes chaînes, tu as reçu le 3 septembre 2024 les colis de ton imprimeur, et le 4, il y a eu un article majeur, monstrueux, sur l'amylase salivaire dans Nature, la plus grande revue scientifique, avec Science, et l'article compétiteur, hein, l'article pour corriger le tir chez Science est paru le mois suivant. Et les 2 articles renforcent ma manière d'aborder l'amylase salivaire avec l'évolution des génotypes ancestraux vers les génotypes modernes, mieux adaptés pour digérer les amidons. Donc voilà, on a osé. Alors ce qui se passe maintenant aussi, parce que ça je ne l'ai pas encore dit, c'est que je commence à avoir des cas cliniques qui remontent, notamment sur mon masterclass qui a été mis en place par David Nicolas, qui est sur Beyond Art, donc un masterclass sur les génotypes avec toute une information de médecine fonctionnelle. Il y a 23 vidéos là-bas. Pour les gens qui veulent un peu creuser, c'est une très bonne idée d'aller vers ça, et on peut trouver ça sur ma chaîne YouTube, le lien pour aller voir un peu ce que c'est. Eh bien, les cas commencent à remonter, et je viens d'en avoir 2 dans la dernière quinzaine. Des gens qui ont appliqué cette formule, cet algorithme, qui n'est pas un protocole, puisque c'est individualisé selon les génotypes. C'est ça l'idée. Et changement majeur. Ça, je n'avais pas en main avant le livre. Ce ne sont pas des patients, il y a toujours des biais. Hein, si c'est des patients, on leur suggère que ça va leur faire du bien. Donc, il y a un effet placebo. C'est des cas totalement indépendants où leur avis est totalement neutre et spontané. Et ils se changent la vie, y compris des sportifs qui se gavaient de glucides, qui leur faisaient finalement du tort, enfin, ou des problèmes intestinaux insolubles. Et quand on rectifie le tir, ben, ces gens-là vont mieux. Donc, ici, avec le recul, ouais, tu as bien fait de me forcer à respecter tes deadlines. Ben, ce qu'il faut là, on est en train de parler d'un savoir dynamique en fait. Il y a des choses qui peuvent relever de l'empirisme, de l'intuition. Moi, pareil, j'avais vu que pour les glucides, c'était pas terrible, et que quand j'étais à tendance cétogène, je fonctionnais mieux. À calories égales, je prenais moins de poids. Je faisais moins de rétention d'eau, de graisse, et je me dis, bon, bah, j'étais moins fatigué. Et ça, je l'avais observé depuis un moment. Mais de là à le scientifiser,
à l'objectiver, bah, c'est un chemin qui est très long. Et là, on est aux prémices de cette découverte-là. Et donc, pour reprendre ce que tu fais, toi, au niveau fonctionnel depuis une trentaine d'années, pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, c'est que toi, tu vas voir les gens qui viennent, enfin, sans, on va pas se jeter des fleurs, mais c'est objectif. Les gens qui viennent nous voir sont en errance médicale et en échec thérapeutique. C'est comme ça. Et donc, souvent. dans cet entonnoir-là, ça fait pas plaisir de venir nous voir parce que nous sommes des réformateurs d'hygiène de vie, donc des gens qui sont castrateurs et frustrants. C'est comme ça. Et puis, c'est plus coûteux que le schéma classique aussi. Non pas qu'on veuille s'en foutre plein les fouilles, mais comme toi, bah, tu te bases sur beaucoup d'analyses. L'individualisation, ça demande du temps, ça demande de la recherche a priori et a posteriori. Et donc, c'est un travail sur un temps long, sur des séquences de temps long. Et donc, forcément, dans ce lot de personnes-là qui peuvent venir nous voir, il y a des gens qui se sont mis dans des tunnels d'application de régimes assez stricts, qui peuvent convenir peut-être à un grand pourcentage de la population, mais qui derrière, eux, ça va les délabrer. Alors, à quelle échéance? C'est là où beaucoup de personnes me disent, oui, mais moi, ça fonctionne bien. Sur combien de temps? Bah, ça fait 3 semaines que je fais ça, nickel. Ah oui, Oui, oui. mais on va pas pouvoir créer de carences et de dérèglements, peut-être sur un trimestre, 2 trimestres, 3 semestres, 4 ans, 5 ans, des fois 10 ans. Et en fait, ça va dépendre de quel type de carence on parle. Par exemple, la B12, bah, on en a pour des années en stock. Suivant l'anabolisme qu'on a, bah, même un déficit en acides aminés, ça peut mettre du temps. Enfin bref, tout cela est très complexe. Donc, le but de cette vidéo-là aujourd'hui, c'est vous partager à la fois de l'expérience de savoir, comme là le partage autour des génotypes alimentaires, de manifester le fait que nous sommes tous très différents et que nous rentrons dans des groupes d'individus avec tel type de fonctionnement enzymatique ou au niveau de notre microbiote, et qu'à l'intérieur de ces mêmes groupes, il faut faire de l'individualisation. Mais on a déjà dégagé une grande tendance. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est l'expérience de terrain sur laquelle Georges s'appuie depuis, je ne veux pas dire plus le nombre de dizaines d'années parce que ça serait infamant, mais Ouais. et moi depuis une quinzaine d'années. Donc, on essaye d'être objectif et honnête dans notre approche et en essayant d'avoir le moins de biais possible. Et donc, quand j'ai rédigé ce bouquin-là, en définitive, c'est une parfaite introduction à ton livre, Georges. Faut-il manger comme les grands singes? Mythes et réalités de l'alimentation humaine. Eh bien, on part des grands singes, on part d'Australopithèque, et puis on regarde comment l'homme, pas fonctionne, mais se suradapte jusqu'au point de modifier sa structure génétique selon les zones géographiques dans lesquelles il va s'implanter, et comment il va avoir un fonctionnement très différent. Alors moi, je parle des régimes pasteur, chasseur et puis cultivateur, mais je parle aussi, évidemment, des génotypes alimentaires qui viennent se télescoper joyeusement. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des outils d'analyse, la science sert à ça, qui objective ce fait de rationaliser l'alimentation pour chaque individu et surtout fuir absolument les grands dogmes alimentaires qui voudraient trouver une aubaine et un Eldorado, un Nirvana avec une seule tendance qui pourrait être réplicable sur l'humain. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous dire non, malheureusement, vous avez vu, on a fait une petite introduction, enfin j'ai fait une petite introduction pseudo-trolatique pour vous appâter, mais non, le régime alimentaire idéal pour l'humain n'existe pas, ce n'est pas possible, quand bien même il serait ultra métissé, ça ne peut pas lisser des dizaines de milliers d'années d'adaptation génétique en fonction de l'environnement dans lequel il a évolué. J'aimerais te poser une question, Georges. À quel moment, toi, tu as fait la bascule dans ta tête et dans l'application pratique de tes consultations où tu t'es dit là, il va falloir vraiment creuser d'où vient cette personne de manière originelle, qui sont ses ancêtres. À quel moment tu as fait cette bascule-là, toi? Mais disons que je voudrais un peu démonter un ou deux mythes ou a priori qui touchent, qui tournent autour de ce que tu viens d'expliquer. Et d'ailleurs, j'ai quand même suivi les autres vidéos que tu as faites depuis la sortie de ton livre. C'est bizarre, il est édité chez ce même truc un peu étrange, hein, Exuvie, mais Étonnant, oui, étonnant. ça se propage. Hein. Et donc, je vous invite à aller écouter ces vidéos-là et aussi parfois, si vous avez le temps, si ça vous intéresse, mais je crois qu'il y a quand même pas mal de gens qui nous suivent
qui sont vraiment des chercheurs, notamment pour leur propre santé, mais aussi parfois par curiosité scientifique. Et beaucoup de praticiens aussi. Oui, énormément de professionnels de la santé. Sur ma chaîne YouTube, j'en ai des milliers, il faut bien dire ce qui est, y compris de plus en plus de médecins. Et ça, j'en suis très fier. Et donc, dans ces a priori-là, je vais vous lancer un fait. Vous allez avoir une fratrie, ok, avec 3 frères, sœurs, peu importe, on va dire 2 filles, un garçon, ok, et ils ont le même père et la même mère. Bon, c'est pas une famille recomposée, une famille classique. Bon, alors je vais vous dire, ben oui, donc ça permet de, ben non, si ça se trouve, il est tout à fait possible qu'un des 3 soit ApoE3, qui est le plus courant, E3, E3, E3 du père, E3 de la mère. Ben, le problème, c'est que le père et la mère qui ont donné la copie ApoE3, qui est vraiment le truc basique, plutôt high fat, pas du tout avec cette pyramide alimentaire qui est la tête en bas et qui impose une grande majorité de calories venant des glucides, ce qui est tout à fait aberrant, enfin, je veux dire, avec évidemment des adaptations pour les grands sportifs ou pour les travailleurs manuels, comme il y en a de moins en moins, il y en a encore, bon, il faut en tenir compte, mais ce n'est pas du tout la règle, c'est l'exception. Et donc, voilà, E3, on se dit, ben voilà, ben, ma sœur et mon frère, puisque je suis dans l'hypothèse où il y a 2 filles et un garçon, on va tous manger la même chose. Et le problème, c'est que les parents ont pu donner une copie E3. Chacun d'entre eux a donné une copie E3, et vous avez donc une fille qui est E3, qui est donc dans une diète assez intermédiaire, en corrigeant évidemment les excès systématiques de glucides qu'on essaye de nous faire gober, c'est le cas de le dire. Mais alors, si la mère, à côté de son E3, a un E2 qu'elle a donné au garçon, le garçon, il est E2, E3. Donc il est E2 parce qu'on ne mentionne pas le 3, le E2 donne le ton. Okay, et puis inversement, le père a très bien pu donner un E4 qu'il aurait à côté de son E3. Nous avons tous 2 copies. Okay, l'ADN, c'est une double hélice. Je ne sais pas s'il faut un peu réfléchir. Et donc, vous avez cette fratrie. Il y a un qui est E3, E3, on dit E3. Un qui est E3, E4, on dit E4, et un qui est E2, E3, on dit E2. Donc, il y a un E2, un E3, un E4. Eh bien, s'ils veulent être en bonne santé, à long terme, ils ne peuvent pas manger la même chose. Le E2 doit manger beaucoup plus gras, beaucoup moins glucidique, et le E4, donc le garçon dans l'hypothèse, doit quand même faire attention, surtout évidemment en avançant en âge, pas à l'école gardienne, mais doit faire attention à ne pas exagérer, notamment les laitages, etc. Sinon, ces caractéristiques métaboliques, lipidiques peuvent devenir défavorables. Dans certains cas, c'est loin d'être quelque chose à utiliser pour effrayer les gens, mais ce sont des diètes qui doivent être différentes, de l'hygiène de vie aussi qui doit être adaptée pour les ApoE4. Et c'est comme ça qu'on ne devient pas Alzheimer ou qu'on ne crée pas des plaques athéromateuses partout dans le système, que ce soit dans les coronaires, les carotides, au niveau des artères cérébrales, avec des démences vasculaires, etc. C'est comme ça. Alors, on parle ici d'une fratrie. Alors, toutes ces digressions sur les métissages, etc., ça ne tient pas la route parce que c'est déjà pas du tout réaliste ou non dans les membres d'une même famille venant des mêmes parents. Alors, bon, voilà. Alors, il y a aussi un autre a priori qui est totalement faux, c'est de se dire, ah, mais si j'ai un de ces génotypes qui est de type ancestral, qui était le génotype unique existant à l'ère paléolithique, ben, il y a beaucoup de chances où on est certain qu'un autre génotype parmi les 3 sera celui qui était aussi le génotype type
exclusif de l'époque paléolithique. Ben non, c'est pas comme ça que ça va, tout ça, mais c'est mélangé d'une manière phénoménale. Il n'y a pas du tout cette logique-là. Ça ne tient pas la route, toutes ces réflexions-là. Okay. Et d'ailleurs, alors, parce que je viens de parler de l'aminase et du DIO2 qui ont des versions ancestrales et qui sont défavorables pour les glucides. C'est clair que quand on a des versions ancestrales de ces génotypes-là, on n'est pas très bien équipé pour digérer beaucoup de glucides, hein, pour des raisons un peu complexes. Pour ça, il faut aller voir évidemment le livre et les vidéos que j'ai faites autour de ça pour aller plus loin. Ici, on est sur les grandes lignes. Mais pour l'ApoE, il y a aussi un mythe que je une bonne fois lui tordre le cou et on va pouvoir faire un enchaînement à droit vers les sectogènes, parce que forcément, si tu m'as invité aujourd'hui, et je t'en remercie, tu savais bien que j'allais parler des sectogènes, qui sont des cétogènes, mais extrémistes. Okay, il y a des très bons médecins cétogènes aux États-Unis ou au Canada, et des spécialistes, et un néphrologue canadien d'origine asiatique, etc., Fung, sont des gens excellents. Ce sont des gens qui connaissent et qui expliquent et qui aident les gens à s'adapter à une diète cétogène. Mais ce ne sont pas des sectogènes. Ce gars-là auquel je fais référence… Jason Fung, ouais, Jason Fung. Oui, Jason, oui, j'oubliais un peu le prénom, docteur Fung, hein, pas Kung Fu, hein, ne mélangeons pas tout, parce que ton fils, je pense qu'il aime bien le Kung Fu, mais enfin, ça, c'est un autre problème. Il n'est pas sectogène, il n'a jamais dit que tout le monde devait manger cétogène, il s'occupe des gens qui ont des problèmes, et ça, c'est très bien. D'ailleurs, le livre ici, non seulement on parle de la diète cétogène, mais je la recommande aux ApoE2. Donc, je ne suis pas contre la diète cétogène. Les gens n'ont rien compris. Je suis contre la diète cétogène pour toute l'humanité, sans exception, alors que les faits montrent que ça pose beaucoup de problèmes à certains. C'est peut-être pas du tout la règle, mais ça pose d'énormes problèmes à certains, y compris des choses graves. Et c'est là que ton livre vient s'insérer là-dedans, parce que, bon, ton livre, c'est plutôt la remise en question du dogme inverse du véganisme, pour dire, ben voilà, les singes se nourrissent de bananes, l'humain doit manger des bananes, hein, il faut être frugivore ou rien. Tout ça ne tient pas la route. Mais ce qui m'a beaucoup plu dans ton livre, j'ai tout de suite embrayé, dès que tu m'en as parlé, tu te souviens, hein? Réagis, ah oui, ça me va très bien, parce que je voyais la même démarche avec un soutien scientifique, hein, qui dans ton cas en plus a été vachement amplifié, vachement amplifié par ta co-autrice, hein, Flore Vialard, ouais, qui a fait un énorme travail. Rien à voir avec le microbiote, hein, on est d'accord. Et donc, qui connaît le sujet. Il faut écouter des experts et pas ceux qui s'autoproclament experts pour le café du commerce. C'est ça, en fait, le grand bienfait des réseaux sociaux, c'est qu'on peut tous s'exprimer, mais la grande nuisance possible, c'est que tous les avis se vaudraient. Et en fait, la notion d'expertise a énormément du mal à ressortir. Et des fois, je dis, mais cette personne-là, quand même, elle a 300 000 abonnés. Je dis, oui, c'est un influenceur santé. Ce n'est pas un praticien de santé, ce qui est deux choses différentes. Elle fait la promotion de quelque chose. Peut-être qu'elle y croit vraiment. Peut-être qu'elle a des conflits d'intérêts avec elle-même ou avec d'autres structures, d'autres groupes idéologiques ou financiers. On ne sait pas. En tout cas, on ne peut pas être extrêmement présent sur les réseaux sociaux et travailler, faire la recherche. Donc nous, on fait plutôt des vidéos à l'arrache, sans montage, on appuie, on clique et puis basta. Mais c'est autre chose. Et donc Flore Vialard, pour lui rendre hommage, donc elle est ingénieure agronome, nutritionniste zoologique, spécialisée de l'alimentation des primates. Donc tout ce qui est, elle a fait sa thèse, elle a fait sa thèse et son doctorat sur le système digestif des primates. Et nous avons eu la primeur. J'avais contacté, il y a un ouvrage monumental qui est sorti quelques mois avant que je commence l'écriture de mon livre.
l'Université de Chicago, qui a édité un livre avec tous les plus grands primatologues anglophones, qui s'appelle How Primates Eat, comment mangent les primates. Donc c'est 800 pages d'un format énorme. Ils me l'ont très sympathiquement envoyé en EPUB gracieusement pour que je me délecte de leur trouvaille. Et donc ça, c'est un travail de fond très gros, c'est à l'avoir de la documentation, de l'appui de quelqu'un dont c'est le travail, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de faire les menus des primates dans les espaces zoologiques. Et donc pour que ça soit indubitable et qu'on ne soit pas, comme tu disais, au café du commerce, parce que au bout du bout, c'est ça qui reste, c'est est-ce que le slogan peut passer à l'épreuve de quelque chose qui est rationnel au niveau scientifique et biologique. Et donc, il y a toujours cette envie de promouvoir ou le frugivorisme, ou le crudivorisme, ou le véganisme, ou le cétogène, ou le paléo, et brandir ça comme un étendard en faisant des syllogismes. Un tel a mangé comme ça pendant 3 semaines, il a moins de problèmes, donc c'est le régime qu'il lui faut, et donc c'est le régime idéal de l'humain. Mais on ne peut pas raisonner comme ça parce que c'est extrêmement insultant. Là, je voudrais bien, parce que j'ai voulu faire cette remarque-là tout à l'heure, je crois qu'elle est importante, c'est le moment, okay, c'est l'occasion pour le dire et insister. Je crois que je ne le dis pas assez dans mes propres vidéos sur ma chaîne. Il y a cet effet lune de miel, honeymoon, pour faire un peu de franc-anglais, puisque bon, les gens réclament du franc-anglais, tu parles, je me fais... Lune de miel très glucidique, du coup. Oui, pleine de miel. Non, mais lune de miel, c'est-à-dire que quelle que soit la révolution alimentaire que vous allez instaurer, influencée par des influenceurs, tiens donc, en général, ça va être génial au début, parce que d'abord, il y a un effet psychologique, hein, ce qui est sympa, ce qui est logique. Vous faites un effort aussi, vous allez manger mieux, bon, il y a tout un contexte. 1. 2, vous éliminez un tas de trucs qui commençaient à déranger votre système immunitaire. Vous commenciez à faire des réactions immunitaires, notamment des anticorps IgG qui sont très décriés par les allergologues, mais à tort, parce qu'ils n'ont pas compris du tout le principe. Alors, pas du tout. Mais bon, ça, c'est une discussion pour un autre jour. Et donc, vous commencez à faire monter des IgG vis-à-vis des aliments que vous avez peut-être surconsommés ou qui ne vous conviennent pas du tout pour les raisons qu'on a déjà mentionnées, voire d'autres. Et alors, vous allez enlever tous ces aliments-là qui créent de l'inflammation, qui créent un conflit au niveau de la muqueuse intestinale, là où l'aliment arrive et là où vos anticorps commencent à riposter. Donc, évidemment, vous allez aller mieux, ok ? Donc, il y a un effet lune de miel par l'enlèvement de tout un tas de trucs qui vous faisaient du tort et qui vont varier et qui vont être les mêmes aux deux extrémités du continuum. Et combien est-ce qu'on ne voit pas d'anciens véganes qui se jettent sur le carnivore et qui sont super enthousiastes au début ? Alors là, on a un vrai problème de filtration des témoignages. Et j'en profite pour dire que moi, je ne supprime pas des commentaires défavorables. Moi également. Je ne censure pas. Et toi, je crois, je t'ai entendu dire certain. La même chose. Hein. De moi, je suis certain. De toi, je ne suis pas certain, parce qu'il n'y a que toi qui parles. Non, moi, s'il n'y a pas d'insulte dans les commentaires, je laisse tout. C'est mon. S'il n'y a pas d'insulte. Oui, bon, si ça devient, évidemment, je ne sais pas moi, sexuel, etc. Bon. Mais c'est rarissime. Je n'ai pas supprimé un commentaire depuis des semaines ou des mois. Il y en a qui sont vachement, qui mériteraient d'être supprimés. Je les laisse parce qu'en plus, on peut aussi voir la connerie de certains commentaires. Mais bref. Et donc, nous, on ne filtre pas ça. Mais dans ces tendances extrémistes, puisque derrière, il y a une espèce de plan business, de plan marketing où il faut convaincre et c'est tellement génial et c'est bon pour tous. Regardez, on n'a que des succès. Mais regarde, se tourne vers le Colorado, il n'y a que des succès, il n'y a que des réussites, mais stupéfiantes. Alors, ces réussites, elles existent. Je ne suis pas en train de dire qu'elles sont fabriquées et les témoins sont authentiques. Mais on supprime ce qui ne va pas. Et ça, ce n'est pas correct. Ça, c'est donner l'illusion qu'il y a un protocole magique valable pour tout le monde.
Et c'est contre ça que je me révolte. Alors, ça a été mal perçu depuis le début. On dit, ah, mais Mouton, c'est un anti-cétogène. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a un chapitre sur la diète cétogène dans ce livre? Non, j'avais vu venir le truc. Je savais bien que j'écrivais avec ma co-autrice Julie, j'écrivais un bouquin pour cet éditeur-là, bizarre. C'est pour un éditeur. Je l'écrivais, donc je savais bien que j'allais proposer quelque chose, une arborescence. Bon, vous êtes plutôt là, etc. Et je disais les cétogènes, les sectogènes, je n'appelais pas sectogène au début, mais ça s'est imposé à moi parce que c'est une secte. Évidemment que c'est une secte, puisque vous n'avez pas le droit de discuter, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Si vous remontez un commentaire avec un ressenti négatif, il est supprimé. Moi, très très vite, je n'ai plus accès pour faire, alors que mes commentaires, au début, étaient polis. Ils ne le seraient plus maintenant, mais ils étaient polis et je n'ai plus accès. Mais ces gens-là, ils peuvent venir commenter sur ma chaîne. Je veux dire, je vais discuter avec eux. Je veux bien avoir faire des vidéos avec ces gens-là, alors que nous sommes d'avis totalement opposés, parce que de la discussion, on peut faire progresser le truc. Mais Bien sûr. Le problème, c'est que derrière ces chaînes-là, il y a un plan business. Ce sont des entrepreneurs qui parfois s'affichent en tant que tels. Parfois, c'est des médecins qui ont renié leur serment d'Hippocrate, qui est devenu un serment d'Hypocrite, et qui sont sur des théories marketing où il faut absolument… Alors, il y a un problème d'ego qui vient se mettre… Parce que c'était tellement facile à un moment donné, au début de ces arguties, de dire « Ah, mais c'est vrai, peut-être quand même, pour un ApoE4/4, E4 des 2 parents, 2% de la population, c'est un chiffre très stable. Julie Lioré, ma co-autrice, qui commence à faire aussi des génotypes parce qu'elle a une demande, elle est nutritionniste, donc c'est bien son droit, elle peut les prescrire, puisqu'en France, on peut prescrire en tant que nutritionniste ou en tant que naturopathe ou en tant qu'ostéopathe ou en tant que kiné, toutes les professions médicales et paramédicales. Et donc, tous les professionnels de la santé, c'est mieux dit comme ça. Elle vient de faire ses 100 premiers cas. Il y a 2 ApoE4/4 sur les 100. C'est exactement le pourcentage que j'ai chez moi. 2 sur 100. C'est rare, mais ça existe. Et on ne peut pas les sacrifier sur l'autel de la sectogénie. Okay, eh bien, ceux-là ont 13 fois ou 15 fois plus de risques de faire un Alzheimer et des risques majeurs de pathologies cardiovasculaires. Mais bon sang, il faut adapter leur diète. Moi, je veux même bien qu'on les mette pour des raisons XY en diète cétogène. Ça va être un cétogène adapté, c'est un cétogène beaucoup plus végétal, avec des graisses végétales ou en tout cas non saturées. Donc, c'était facile d'essayer d'être cohérents les uns avec les autres. Non, 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 ce sont des dictates. Ah non, tout le monde doit être cétogène. Et je termine avec ça, parce que ça me rend malade. Mais malade ça me rend, mais bon… franchement, hein, c'est de prétendre, et on va revenir à ton… je mets les petits fils rouges comiques comme ça, tu vois, parce que bon, bref. Et donc, c'est de prétendre que tous les ancêtres étaient ApoE4. Mais c'est de la foutaise. Il y a d'énormes noyaux ApoE2 en Afrique de l'Ouest. Et alors ça, c'est un truc exclusif. Ok, je n'ai jamais dit ça. Il n'y a pas longtemps que je le sais. Je le sais d'ailleurs par un collègue médecin qui a vécu au Rwanda pendant 11 ans, qui était mon chef hiérarchique quand j'ai fait mon service militaire au service de santé à l'armée belge. Autant du Congo belge d'ailleurs. Là, oui. Ben, d'ailleurs, j'ai bien connu Léopold II. Hein, et donc, il a fait 11 ans au Rwanda, et lui, il m'a dit « Ah, mais c'est très intéressant, les Hutus… » Bon, il y a eu un génocide au Rwanda, hein, et c'est toujours un drame monstrueux qui est aigu encore 30 ans après.
Et les Hutus, en fait, c'est un peuple qui vient d'Afrique de l'Ouest, du côté Nigeria, par là, Gabon, voilà. Et là, il y a plein d'APOE2, ok. Et par contre, les Tutsis, eux, viennent d'Abyssinie, du nord de l'Éthiopie et de la corne de l'Afrique, d'Afrique de l'Est. Et chez eux, il n'y a pas d'APOE2. Il y a pas mal d'APOE4. Alors, mais ça, parce que sinon, ça va s'égarer, mais il y a aussi des différences entre eux très intéressantes parce que les ancêtres des Tutsis dans ces hauts plateaux éthiopiens pratiquaient le pastoralisme. Et évidemment, les ancêtres des Hutus au Nigeria et au Gabon, pas du tout. Et donc, il y a chez les Tutsis beaucoup plus souvent de tolérance au lactose, ce qu'il n'y a pas chez les Hutus. Mais voilà, mais c'est des génotypes, ça, les gars. Ou les Je gars. pense que ce que tu viens de dire, c'est absolument fondamental. Et c'est de ça dont il est, pour moi, c'est presque plus un livre d'anthropologie que de nutrition. C'est la connaissance de l'homme à travers C'est ses génial. environnements. C'est tous des Rwandais, bon sang. Ouais. Alors, ils sont entretués, mais ça a aussi été un peu Oui. téléguidé par des pouvoirs politiques et des guerres qui n'avaient rien à voir avec les gens. Enfin, bon, c'est terrible. Mais évidemment qu'ils sont différents. Ils sont d'ailleurs différents physiquement, si tu les vois bien. Puis, ceci dit, avec le temps, bon, il y a de plus en plus de mariages et d'enfants qui sont issus de familles mixtes. Mais voilà, c'est pour ça que allez, vous allez aller faire de la médecine nutritionnelle au Rwanda. Je suis certain qu'à Kigali, il y a une demande, hein, parce que c'est une ville en plein essor. Bon, on peut dire ce qu'on veut, évidemment, sur la politique qui est menée derrière, mais enfin, c'est un pays en développement qui vient d'accueillir les championnats du monde de cyclisme professionnel, très, très bien organisé, vraiment impeccable. Tout le monde trouvait que c'était une belle épreuve sportive, bien entendu, avec une propagande politique derrière, mais ça, voilà, c'est pas que au Rwanda que ça se passe comme ça, d'ailleurs, je pense que c'est plutôt même la tendance générale. Et si vous voulez faire des conseils nutritionnels au Rwanda, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire comme les nazis, de vérifier s'il n'y a pas un ancêtre juif sur vos 4 grands-parents, auquel cas vous êtes un carteron juif, hein, et tout ce qu'ils ont développé dans les années 30. Non, vous prenez l'individu, vous regardez comment il fonctionne, ce qu'il ou elle mange, vous faites une anamnèse de toutes les plaintes digestives et autres, la peau, le truc, voilà, la totale. Et puis, vous faites les génotypes, les 4 du livre, et puis, y compris le lactose. Je dis, ah non, c'est un individu à peau noire, il est intolérant au lactose. Ben non, t'en sais rien, il est tolérant parce que ses ancêtres étaient pasteurs, tu vois. C'est ça qu'il faut faire. Le reste, en 2025, le reste, c'est du bluff. C'est du bluff, si pas du mensonge. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, je suis 100% d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il y a un autre point commun entre toi et moi où on ne censure pas les commentaires, c'est qu'on nous demande systématiquement, mais que mangez-vous? Moi, ça me fait 11 ans que je fais des vidéos YouTube. On dit, mais oui, vous mangez, vous parlez d'alimentation, mais on ne sait pas ce que vous mangez. Mais ça n'a aucun intérêt, aucune importance. Ça me regarde uniquement moi. Ça ne regarde même pas mon fils. D'ailleurs, mon fils et moi, on vit sous le même toit, nous ne mangeons pas la même chose. Parce que nous sommes différents. Différents dans le mouvement de nos existences, lui est dans l'adolescence, et puis nous sommes d'un tempérament différent. Donc si même mon fils et moi, nous ne mangeons pas la même chose, quel est l'intérêt que moi je Oui. raconte ce que je mange? Ça n'a aucun intérêt. Aucun. Et donc c'est ça, on veut chercher des modèles, des gourous, des mentors, et au final de la simplification du protocole et des slogans. Eh bien, vous avez toute une myriade de gens qui vont vous faire des réels ou des stories qui vont durer entre 40 secondes et 120 secondes, où vous trouverez la vérité. Comme tu l'as dit, Georges, le mot le plus important en intro que tu as dit, bah, c'est nuance. C'est qu'on est obligé de mettre de la finesse. Et l'angle que nous avons eu pour travailler cette finesse, eh ben, ce sont les échecs des gens qui ont pratiqué des... En fait, sans échec, on ne creuse pas. Et donc, grâce, malheureusement, hein, à ces cobayes-là qui se sont sacrifiés à l'autel du dogmatisme, on a eu pour, on va dire, au moins responsabilité morale,
d'essayer de faire un boulot avec de la nuance, mais comme plein d'autres le font. Mais vous devez vous respecter en ne choisissant pas un régime parce qu'il vous parle d'un point de vue marketing ou idéologique ou parce qu'il est séduisant. Comme le dit Georges, il y a une période de lune de miel où tout va mieux. D'ailleurs, qui vous dit que c'est ce que vous mangez qui vous rend mieux plutôt que ce que vous ne mangez pas? La plupart des gens enlèvent le gluten, le grignotage, le sucre, les aliments raffinés, ils se trouvent mieux. Mais qu'ils mettent n'importe quoi dans leur assiette d'à peu près brut et biologique, ils se sentiraient mieux. Et moi, je fais un syllogisme aussi dans l'ouvrage en disant, ben, là, pour les améliorations de peau, du microbiote, du sommeil, moi, j'ai accompagné des centaines et des centaines et des centaines de jeûneurs. Eh ben, je pourrais dire, ben là, ces gens-là ont des bienfaits grâce au jeûne. Donc, est-ce que le régime uniquement à base d'eau ne serait pas le régime idéal de l'espèce? Ou est-ce que ces gens-là n'auraient pas trouvé leur régime idéal et qu'ils le poursuivent pendant 40, 50, 60 ans jusqu'à la fin de leur vie? On ne peut pas raisonner de manière aussi simpliste, tout en sachant que rien que le fait de se mettre en mouvement pour sa santé crée déjà des conditions favorables à l'expression de cette santé, en dehors même d'avoir modifié quelque chose dans son assiette. C'est un effet placebo, c'est comme ça. Justement, rebondissant sur ça, il y a un dernier truc que je voudrais bien caser dans cette discussion qui me semble fructueuse, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut vous jeter sur… Uniquement bâche de fruits. Oui, oui. Mais alors, je vois notamment en commentaire des autres vidéos que tu as faites avant celle-ci sur la sortie de ton dernier livre, édité chez le mec là. Enfin, j'ai pas oui, Exutoire, je crois. Et les gens disent, mais qu'est-ce que c'est toutes ces complications-là? Il suffit de manger. Bon. Alors, il y a des gens qui n'ont pas de problème, okay, qui se nourrissent comme ils ont envie de se nourrir. Je ne veux même pas savoir. Ils n'ont aucun problème. Ils vont bien. Bon, avant de garantir qu'ils vont continuer à aller bien, moi, je voudrais peut-être voir une petite prise de sang, même classique, de leur médecin traitant, voir avec quelques trucs de base, s'ils sont pas en train de glisser vers un prédiabète ou s'ils n'ont pas du cholestérol LDL oxydé, qui est quand même pas un bon facteur de prédiction de la santé cardiovasculaire, etc. Bon, s'ils sont pas apoécates et qu'ils font tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire fumer, boire de l'alcool, mal dormir, ne pas faire de sport, etc. Parce qu'il y a aussi l'hygiène de vie dans la prévention des maladies neurodégénératives et cardiovasculaires d'ailleurs. Mais cette façon de réagir à ce que nous essayons d'expliquer en disant, mais c'est du truc, c'est du business. Bon, du business, je ne crois pas que tu te fais riche à vendre des livres qui coûtent moins de 20 €. Non. Mais c'est chez Exutruc là qui font ça. Et donc moi, vu que j'ai une co-autrice, je gagne 1 € par… Les gens disent, mais vous essayez de vendre vos livres. Enfin, ferme-la, espèce de pauvre CON. Non, c'est pas ça l'idée. Mais nous, on réagit à quoi? À des gens qui viennent nous trouver qui vont mal. Moi, je vois essentiellement des gens qui vont pas bien ou mal, ou alors qui sont en errance médicale depuis 10 ans, qui ne travaillent plus, qui ne savent plus à quel médecin se vouer, etc. Donc, c'est ça qu'on essaye d'aider. On s'en fout des gens qui vont bien. Pourquoi est-ce qu'ils viennent même regarder nos vidéos? Ceux que ça n'intéresse pas, qui trouvent qu'on peut manger comme ça, sans se poser 36 questions. Mais ok, mais je n'ai rien contre ces gens-là, moi. Moi, je suis médecin, toi tu es un naturopathe qui attire toi aussi des cas complexes et qui enseigne. Bon, on a tous les deux des chaînes éducatrices, tu as une école, etc. C'est pour une bonne raison. On n'essaye pas de convaincre les masses. Non. Non, on s'adresse aux personnes qui dysfonctionnent ou qui veulent monter en compétences et en connaissances. Mais ceux qui ont trouvé leur équilibre, on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit. D'ailleurs, nous ne cherchons pas à convaincre, nous cherchons à enseigner. Plutôt dans une démarche pédagogique. D'ailleurs, quand nous voyons des gens qui dysfonctionnent, c'est de faire de l'éducation à la santé. Toi, dans ton rôle de médecin, avec tous tes outils thérapeutiques propres à la médecine académique, et moi avec mes outils qui ne sont pas de l'apanage de la médecine académique. Mais on a le même élan
d'essayer de comprendre, de faire des anamnèses de qualité et ensuite de faire du conseil. Et pour que les gens appliquent ces conseils, ils ont besoin d'explications pour que ça fasse sens pour eux. Et lorsqu'on arrive avec un outil, comme toi pour les génotypes, tout de suite, il y a la lumière au bout du tunnel. Ah, je comprends pourquoi, 3 petits points. Et pareil, comme tu disais, là, on parlait juste avant d'une vidéo que tu as faite sur l'iode, de gens qui se supplémentaient, mais par doctrine à l'iode sans faire un dosage et qui se retrouvent en hypothyroïdie. Ce sont des choses qui arrivent et le but, c'est de l'enseigner, de montrer que rien ne peut convenir à tout le monde. Vous avez quelques compléments alimentaires, même le surdosage en vitamine D peut être problématique. Eh Ça oui. peut déclencher des vrais problèmes. Donc, on ne peut pas jouer avec la santé en se disant, là, une grande partie de la population est déficiente en vitamine D, en magnésium parce qu'elle stresse beaucoup. Et donc, allons-y, supplémentons tout le monde. Peut-être que dans 70% des cas, ça sera très fructueux. Et puis dans 30%, ou 20%, ça sera un peu problématique. Puis dans 10%, ça sera extrêmement catastrophique. Et comme c'est d'abord ne pas nuire, primum Oui. non nocere, ça reste pour moi un principe fondamental de la médecine. Et ça c'est d'ailleurs institutionnalisé quand même, cette précaution-là. Vous avez évidemment l'équivalent chez les non-médecins, c'est le même respect des gens. Et justement, avec cette histoire de vitamine D, là aussi, il y a des tendances excessives, extrémistes. Alors, c'est toujours ceux qui sont les plus extrêmes qui attirent le plus d'éloges et alors de réactions négatives quand on ose s'ériger contre le fait de prendre, je ne sais pas moi, 50 000 unités de vitamine D par jour. OK, bon, OK, oh, oh. Bref, donc il y a ça avec tous les nutriments. Le seul qui échappe, mais que je voulais rebondir parce que tu as cité, c'est le magnésium. Quand il y a un excès de magnésium, on Il est va avoir uriné. les pêle-mêle et puis on a de la diarrhée et on élimine l'excès de magnésium. Donc le magnésium, si on le conseille en outrance, il y a une autorégulation, mais que ce soit la vitamine D, l'iode et tout le reste. La vitamine C va être urinée, même si elle peut produire des calculs, donc il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe aussi parce que bon, elle est métabolisée en oxalate, donc c'est pas tout à Ouais. fait innocent. Ouais. Peut-être le seul, plus tant qu'on est avec cette réflexion-là, bon, apparemment, il n'y a pas Zinc. non, le zinc, c'est très toxique en excès. Non, mais il y a beaucoup de gens qui en manquent, ça oui, mais il faut absolument se calmer et doser si on commence à s'emballer, à trop s'emballer sur le zinc. Par contre, le coenzyme Q10 n'aurait pas de toxicité aux doses très élevées. Je jette, parce que ce que je fais maintenant dans pas mal de mes vidéos, je jette une bouteille à la mer, je dis écoutez, trouvez-moi des publications, des thèses de doctorat, parce que maintenant avec l'intelligence artificielle, ça va chercher des thèses de doctorat auxquelles moi je vais pas, enfin je ne sais pas comment faire, je ne vais pas faire le tour de toutes les universités du monde pour voir ce qui a été pondu comme thèse de doctorat. Donc c'est fascinant. Je viens d'ailleurs d'avoir un feedback là-dessus extraordinaire où je me demandais si on pouvait avoir un excès de vitamine B6 en cas de SIBO, de Small Bacterial Overgrowth. C'est parfaitement connu, reconnu, publié, je l'ai dit 1000 fois, B9, B12, B6. Je me suis posé la question sur un cas clinique dont j'ai fait une vidéo, une capsule plus exactement. Et j'ai trouvé sur Internet un site qui a l'air bien, qui dit si, oui, c'est du SIBO, excès de B6, ça existe. Je vais voir sur PubMed, je passe le temps qu'il faut sur PubMed, rien de rien. Alors j'ai lancé la bouteille à la mer, ce qui est une façon très originale, je crois, d'utiliser YouTube pour la recherche scientifique, dans cette collaboration entre le YouTuber que nous sommes, ça me la fout bien, je trouve, non et les gens qui nous écoutent, et c'est revenu. Il y a des thèses de doctorat, il y en a plusieurs. Il y a aussi un bouquin américain fait par le docteur Pimentel, qui est un grand spécialiste du SIBO. Donc, c'est dans son bouquin, c'est dans des thèses de doctorat françaises.
oui, il peut y avoir un excès de B6 dans le SIBO. Ce n'est pas sur PubMed. Okay, donc, je lance la bouteille à la mer ici. Si vous trouvez des preuves scientifiques d'une toxicité du coenzyme Q10 que moi je ne vois pas, que je ne connais pas, qui ne semble pas exister, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Tout le reste, on vient d'en parler, à part le magnésium qu'on CH petit point, tout le reste est toxique en excès. Donc ça, c'est une règle, évidemment en défaut aussi. Donc, allez-y, coenzyme Q10. Tu sais, si on fait avancer le schmilblick avec cette vidéo sur le coenzyme Q10, au moins, elle aura servi à quelque chose. Mais tu as raison, hein, maintenant, on est dans une ère où on peut faire de la collaboration et où l'information peut se diffuser très vite. Donc, c'est pour ça que des modes de pensée archaïques, c'est complètement antinomique par rapport à la rapidité de transmission d'informations. Mais comme tu l'as dit, le sensationnalisme fait plus recette Ah oui, que, on va dire, la pédagogie. voilà. Et donc c'est pour ça aussi que, évidemment, faire un bouquin, eh ben, c'est préparer, prendre des notes, rédiger, relire, se mettre en confrontation. Après, c'est sur un temps long, c'est sur un temps très long. Mais sortir un short sur Instagram ou sur TikTok, c'est sur un temps très court. Ça fait plus de vues que de lecteurs. Ça, c'est Ah sans oui, comparaison. Moi, j'ai calculé, j'ai à peu près un lecteur pour 500 viewers. c'est fou, hein. Voilà. Donc voilà, que les gens comprennent un petit peu, on est de l'ordre de quelques centaines de livres et donc et c'est pas, c'est comme ça, c'est juste que ça demande du temps, ça demande de la présence, de la patience, de recouper, de prendre des notes. C'est sur un temps long et donc ben, de la même façon que la santé se construit sur un temps long, faites attention à ne pas plonger dans le piège du sensationnalisme. Évidemment, quand on va mal, quand on dysfonctionne, on manque un peu de lucidité parce que, bah, la Mmh. souffrance amène ça et ben, justement, prenez encore plus de précautions quand vous n'allez pas bien pour ne pas vous laisser appâter par le chant des sirènes. Donc c'est un peu le but de cette vidéo, puis surtout le but de notre travail, respectif, Georges Et et moi commun, respectif et commun. et commun, exactement. Donc dans ces vidéos, dans la maison d'édition, dans, bah, le la C'est préface c'est comme Exuvie. Exuvie. Et puis oui, bah, tu as fait la préface comme Frédéric Delavier parce que pour moi, c'était très important que moi, je voulais qu'il y ait le plus de personnes possible. Donc là, il y a Flore Vialard et il y a 2 préfaciers, toi et Frédéric Delavier, dire, bah, il y a 3 regards complémentaires au mien. C'est-à-dire, plus on est circulaire, mieux c'est. Et puis c'est que des personnes d'origine différente de mon environnement. Et c'est ça qui est, je pense, pertinent. Donc allez vers les choses qui vous bousculent un petit peu. Si vous avez des certitudes, vous ne vous laisserez pas ébranler. Et puis si vous doutez, bah, peut-être que vous irez chercher du savoir et de la connaissance supplémentaire pour trouver ce qui vous convient à vous, mais pas ce qui est promu ou écrit sur des t-shirts en résumé. Georges, je te laisse le mot de la fin si tu veux conclure. Ouf, quelle responsabilité. Ben, je crois qu'on a dit pas mal de choses qu'on voulait dire. Je ne sais pas si j'ai vraiment finalisé, parce que comme je dérape chaque fois que je fais allusion au sectogène, je ne finis jamais la proposition. Mais finalement, voilà, je crois que ça pourrait être un mot de la fin. Dans la démarche que j'ai entreprise il y a maintenant un an, presque 2 ans, parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans que j'ai décidé d'écrire ce livre et de le faire éditer chez enfin, ex quelque chose. Cette démarche s'est avérée vigoureusement attaquée par les tenants du carnivore et du cétogène extrémiste, que j'ai appelé sectogène. Mais bon, j'aurais aussi bien pu être attaqué par l'autre camp extrémiste des véganes et des frugivores. Il se fait que ça n'a pas tellement été le cas. Ok. Bon, ben, tant mieux, j'ai eu assez à faire avec ceux-là parce qu'ils ont été virulents. Je crois qu'ils commencent un peu à perdre du rythme parce que le grand boom du cétogène retombe, le carnivore le remplace en partie, mais ce sera aussi plus une mode qui conviendra à certains, pas à d'autres. Bon, voilà, on ne va pas refaire la discussion. Mais je n'ai pas eu trop affaire à l'autre extrême, alors qu'en réalité, l'histoire des génotypes, c'est une gaussienne avec une
une grosse cloche où il y a la plupart des gens, et plus tu t'échappes sur les deux extrémités, tu as des diètes qui doivent être beaucoup plus du côté cétogène d'un côté et des diètes qui sont beaucoup plus tolérantes pour les glucides de l'autre. Voilà, c'est ça une courbe gaussienne. Et tout répond à des courbes gaussiennes qui ne sont pas nécessairement symétriques, mais il se fait que celle-là est relativement symétrique. Mais toi, dans ta démarche de ce livre, que je remonte une dernière fois, édité, c'est plutôt la remise en question de ceux qui étaient des tenants du véganisme, du frigivorisme, du crudivorisme et de tous ces trucs qui séduisent aussi beaucoup. Et donc, on a été tous les deux confrontés à ces excès, à ces dictates et à beaucoup de virulence qu'on retrouve dans les commentaires, qu'on va encore retrouver dans les commentaires, évidemment, sous cette vidéo. Ben, c'est comme ça, mais c'est pour ça que ça se complète. Et moi, ceci n'est pas une introduction à ça. On se retrouve au bout du même chemin. Et c'est ça, dans la conclusion, ça, non? C'est magnifique. Parce que nous œuvrons pour la santé intégrative. Voilà. Donc, c'est ça le but. Et de la même façon que tu n'es pas anticétogène, moi, je suis absolument pas anti-frigivore. C'est pas ça l'objet du tout. L'objet, c'est la nuance, la complexité, le particularisme. Et puis la compréhension de qui on est profondément. Et bon, ça demande du temps, de l'écoute. Et donc, plutôt que d'écouter les slogans, les hurlements des autres, écoutez aussi comment votre corps fonctionne, parce que c'est quand même ça. Et que des fois, il suffit d'une analyse ou de quelques tests pour comprendre comment on peut fonctionner ou dysfonctionner. En tout cas, Georges, merci pour cette conclusion. Attends. Un invité de dernière minute. Ah oui, Goliath a dit, oh là là, ils sont en train de terminer, de boucler. Alors, il n'est pas claqué, je n'ai pas eu le temps de le brosser, etc., pour qu'il soit présentable. Il vient de s'éveiller de sa sieste. Et voilà, une vidéo sans Goliath. C'est pas une vraie vidéo. Sur ma chaîne, c'est pas acceptable, c'est pas permis. Donc ça, il le sait très bien. Et il vous dit bonjour. Il est Salut Goliath. Et voilà, sur cette image de fin, merci à vous. N'hésitez pas en commentaire à mettre vos partages. Nous les lirons avec vif intérêt. Georges, à très vite. Salut.